Le succès mondial du film Pirates des Caraïbes a remis au goût du jour un genre cinématographique qui régna sur les écrans durant près de 50 ans. La plupart de ces films, incarnés par des spécialistes du cinéma de cape et d'épée, tels que Douglas Fairbanks, Errol Flynn et Tyrone Power, avaient pour toile de fond la zone maritime s'étendant des côtes du Venezuela à celle de la Floride. La littérature populaire, le cinéma et la bande dessinée ont ainsi popularisé les noms de Barbe Noire, Henry Morgan et Rackham le Rouge. Si les pirates de l'île de la Tortue furent les plus célèbres de l'époque classique, quelques aventuriers de la mer se taillèrent de la même façon une solide réputation dans les eaux de l'océan Indien, tels que William Kidd, Olivier Levasseur et Robert Surcouf. Le processus de mythification de la flibuste entamé à la fin du XVIIe siècle annonce avec 200 ans d'avance celui qui donnera naissance à la littérature western à la fin du XIXe siècle. Dans les deux cas, on trouve de vastes espaces vierges, privés de surveillance, la mer des Caraïbes, l'océan Indien, puis les grandes plaines de l'Ouest. Dans les deux cas, des forces tyranniques tentent d'imposer leur conception de l'ordre, les puissances coloniales européennes, puis les grands éleveurs de bétail. Give me that horse. Dans les deux cas, des aventuriers hauts en couleur tentent de se bâtir une fortune en combattant tantôt dans le camp des défenseurs de l'ordre, tantôt dans celui des rebelles. Il n'est donc guère étonnant que les aventuriers de la mer aient pendant longtemps enflammé l'imagination populaire de la même façon que le feront les justiciers de l'Ouest. La piraterie existe depuis la plus haute antiquité. L'une des plus célèbres campagnes de Jules César est menée contre les pirates de la Méditerranée. Mais c'est la colonisation des Amériques et principalement le pillage par la couronne d'Espagne des trésors des royaumes amérindiens qui vont déclencher la grande épopée des pirates des Caraïbes. Madagascar, for centuries the bloodiest cockpit of all the seas, where the infamous Brotherhood of the Damned waited to plunder the treasure-laden galleons from India and Cathay, then returned drunk with slaughter to their pirate stronghold of Last Hope. Most ruthless of all was Captain William Kidd. He encountered the great London galleon, the 12 Apostles, commanded by Admiral Lord Blaine, and approaching unsuspected in the guise of a peaceful merchant, by a sudden treacherous salvo he reduced her to a burning hulk. When night fell, the 12 Apostles was only a blazing funeral pyre on the placid surface of a Madagascar lagoon.
Stop me. There's a pretty sight. It'll be prettier still when the fire reaches the magazine, Captain. Pity, though. Lots of stout seamen among them. They've been with us a long time. We can none of us live forever, Mr. Boyle. Dead men don't talk. Des marins révoltés en rupture de ban vont s'allier à des esclaves évadés pour créer une confrérie de marginaux en lutte contre toute forme d'autorité militaire, économique ou religieuse. Le XVIIe siècle constitue l'âge d'or de la flibuste des Antilles, énonçant des principes égalitaires qui ne seront théorisés qu'au siècle suivant par le philosophe des Lumières. L'île Bourbon a été prise en possession française dans les années 1638-1642. Ensuite, il y a eu des premières occupations et les premiers textes que l'on a retrouvés font état d'une occupation française, des colons qui venaient de Madagascar, quelques colons blancs, avec des malgaches, hommes et femmes. Mais on ne parlait pas d'esclaves à cette époque-là. Au début du XVIIIe siècle, on a commencé à parler d'esclaves dans des textes. Mais c'était notamment avec des textes officiels du type Code Noir qui ont réglé, si vous voulez, les principes d'usage entre les deux communautés. La traite, elle a été développée de façon intensive du fait des cultures agricoles, à savoir d'abord le développement du café pour le ramassage des grains, des baies de café, et que ce soit la canne à sucre pour la coupe et la culture, demande une très forte main-d'œuvre. C'est pour ça que les colons avaient besoin de beaucoup d'esclaves et qu'ils ont mis en place un circuit de traite entre les Mascareignes et Madagascar, ou le Mozambique aussi, la côte est de l'Afrique. Les navires négriers étaient en général des navires adaptés. Bon, on prenait un navire type, que ce soit un trois-mâts, un trois-mâts barque ou bien un brick, quels que soient les navires de l'époque, en fonction du trajet. Plus le trajet était long, plus le navire en général était costaud, robuste. Par contre, sur les trajets de l'océan Indien dont on parlera tout à l'heure, les navires pouvaient être plus légers. Mais ces navires étaient adaptés, c'est-à-dire qu'au niveau de la cargaison, déjà les navires ne partaient pas avec une cargaison ordinaire. Ils partaient avec une cargaison qui était typique d'un négrier, à savoir beaucoup d'eau, beaucoup de nourriture. Et la nourriture était divisée en deux parties, la nourriture de l'équipage et la nourriture des esclaves. Et aussi l'équipement du navire,
Alors les navires étaient équipés, non pas au départ, puisque c'était des navires tout à fait ordinaires au départ, mais ils étaient équipés sur le lieu d'arrivée de traite. À savoir, ils étaient aménagés à l'entrepont pour pouvoir stocker cette marchandise. Les esclaves étaient logés à l'entrepont. Et comme toute marchandise, il fallait loger le plus de marchandises possible dans le moins d'espace disponible. D'où le fait de mettre en place des systèmes à double étage dans l'entrepont, où les esclaves étaient couchés, pour la plupart du temps, ou accroupis. L'autre aménagement se faisait sur le pont et autour du bateau. Alors sur le pont, il y avait une division du pont en deux parties. La partie réservée aux esclaves, où ils venaient, entre guillemets, toujours prendre l'air. On leur faisait faire un peu d'exercice, parfois avec violence, parce qu'il fallait entretenir cette marchandise. Donc la séparation du pont se faisait avec une palissade. Souvent, le bateau était divisé en deux avec une palissade en bois qui empêchait les esclaves d'aller dans la partie commandement du bateau et qui empêchait aussi les hommes d'avoir des contacts avec les femmes. Et le deuxième aménagement, qui était surtout en place lorsque les esclaves étaient chargés sur le navire, c'était ce qu'on appelait des filets qui étaient tendus tout autour du bateau pour empêcher les esclaves de se suicider, d'aller se noyer en mer. Ils sont désespérés, en plus on les arrache à leur terre natale, ils ont souvent été faits prisonniers par une autre tribu, donc le taux de suicide il se comprend très très bien. Et il était assez fort. Lorsqu'on n'empêchait pas ces gens de se suicider, il pouvait être très, très fort. L'historien américain Kenneth J. Kinkor a montré dans le cadre d'une étude portant sur une vingtaine de vaisseaux pirates que les marins noirs constituaient 25 à 30% de l'effectif des équipages. À bord de navires pirates, l'Africain n'est pas réduit à des tâches subalternes. Il porte un sabre et une arme à feu comme ses frères blancs. S'il fait preuve de bravoure, il peut sans difficulté tenir un poste d'officier. Ainsi, Henrik van der Oyle, le premier lieutenant du capitaine Kidd, est un noir. Dans les Caraïbes, on recense une dizaine de vaisseaux pirates commandés par des capitaines d'origine africaine. Pour l'esclave évadé des plantations, la piraterie constitue une revanche légitime contre l'ordre colonial aux côtés des flibustiers blancs qui refusent la tyrannie de leur pays d'origine.
Au début du XVIIIe siècle, la marine britannique intensifie la répression contre la flibuste, qui représente non seulement un danger pour la navigation, mais plus encore, avec ses idées égalitaires et libertaires, un danger pour l'Église et la couronne. Chassés des Caraïbes, les frères de la côte vont trouver de nouvelles bases dans l'océan Indien. La piraterie des Caraïbes commence beaucoup plus tôt. Et pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'îles dans les Caraïbes et que l'essentiel du trafic atlantique passe par là. Hein, le fameux commerce triangulaire, etc. Bon, tout le commerce, tous les échanges, les Caraïbes sont une source de richesse énorme aussi. Donc, il y a beaucoup de bateaux riches qui passent dans cette région et il y a beaucoup d'îles où on peut se cacher. Ce qui fait qu'évidemment, ça encourage comment je vais dire, le petit commerce. Bon. Dans l'océan Indien, en revanche, c'est beaucoup plus complexe parce que vous avez un grand trafic qui descend de l'Inde et qui fait le tour de l'Afrique, mais il peut passer d'un côté ou de l'autre côté de Madagascar. Vous avez aussi un trafic qui vient du fin fond de l'océan Indien, de l'Indonésie, avec les épices, la Chine, etc. Bon, il ne passe pas par d'autres endroits, donc difficulté, vous n'avez pas une route, mais une multitude de routes pour essayer d'attraper les bateaux, donc il faut courir beaucoup plus la mer. Et vous avez beaucoup moins d'îles dans l'océan Indien. Le processus de mythologisation commence en 1699, avec la parution de l'histoire des aventuriers flibustiers, un livre écrit par Alexandre Exquemelin. Par la suite, d'autres auteurs poursuivent le travail. Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe, est le plus important d'entre eux. Ancien rédacteur à l'Applebee's Journal, il a rencontré de nombreux témoins directs qui lui permettent de publier en 1724 l'histoire générale des plus fameux pirates. Defoe était extrêmement bien documenté. On ne sait pas comment exactement il est allé à la pêche aux informations, mais il a dû rencontrer beaucoup d'anciens flibustiers, etc. Et c'est lui qui est vraiment à la base de pratiquement tout ce qu'on sait sur Rackham le Rouge, sur Anne Bonnet, enfin tous ces pirates célèbres. Sur la Buse aussi, qui a exercé dans l'océan Indien. Et parmi toutes les histoires qu'il raconte, il y a cette histoire de Libertalia où un jeune homme français, Misson, rencontre un prêtre italien, Caraccioli, et ils décident tous les deux, après un certain nombre d'aventures, il y a une espèce de maturation de ces gens-là, qui décident d'aller vraiment jusqu'au bout de l'idée des pirates, c'est-à-dire jusqu'au bout d'une idée de partage, de république, puisque c'était quand même relativement démocratique le système, hein. Les capitaines étaient élus, etc., pouvaient être destitués, bon, ce qui n'était absolument pas le cas évidemment dans la marine royale. Parce que vous savez, à l'époque, les marins c'était des mercenaires, hein. Ils n'en avaient rien à fiche de se battre, ils étaient anglais, ils se battaient contre les Anglais, mais sur un bateau corsaire, ils gagnaient leur vie. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas aller sur les bateaux d'État. Alors les bateaux d'État, ils avaient des beaux uniformes, mais ils n'étaient pas payés et la nourriture était très mauvaise. Sur les bateaux corsaires, ils étaient habillés n'importe comment, ils s'en foutaient, mais ils étaient bien armés et ils gagnaient de l'argent. S'ils prenaient le bateau, bien sûr. C'était un risque, mais ils étaient tous partants pour ce risque-là. C'était des mercenaires. Et donc ils vont jusqu'au bout et ils disent on va faire une république, une utopie. Et ils auraient fait, d'après Johnson Defoe, ils auraient créé cette république à Madagascar, dans la baie actuelle de Diego Suarez. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a polémique parce qu'il y a des gens qui disent ce récit de Johnson est faux. Il a profité d'un ensemble de choses pour glisser au milieu une espèce de brûlot, un truc un peu anti-royaliste finalement, puisque dans le langage de Caraccioli et de Misson,
les rois sont des tyrans, sont des gens qui exercent un pouvoir. Donc et ça se passe en 1700, donc ils ont pratiquement 100 ans d'avance. Bon. Et donc il y a des gens qui disent c'est pas possible en 1700, c'est un rêve et une espèce d'utopie de Daniel Defoe. Moi, je ne suis pas tout à fait de cet avis-là, dans la mesure où, alors à l'époque où j'ai écrit le bouquin, je ne me suis absolument pas posé la question. Bon, il n'y avait pas de polémique, donc j'ai écrit mon livre tranquillement. Donc j'ai écrit mon livre. Bon, maintenant, effectivement, c'est un sujet d'étude, de réflexion, etc. Je reste persuadé qu'il y a au moins un grand fond de vérité. D'une part parce que un certain nombre de personnages dont on parle dans cette histoire, dans le Johnson, sont des personnages qui sont attestés historiquement. Il y a notamment un Anglais qui s'appelle Tew. Bon. Et Tew, on sait qu'il est passé dans l'océan Indien, puisque même à La Réunion, il y a dans des registres des textes qui parlent de ce Tew, dans les archives. Donc il y a des personnages historiques qui traversent cette histoire. Par ailleurs, l'idée utopique d'une république, après tout, ce n'est jamais qu'un équipage pirate un petit peu agrandi. C'est vrai que là, ils vont à la dimension supérieure parce qu'ils introduisent comme citoyens égaux des femmes, ce qui était 250 ans avant la France. Bon, ils introduisent comme citoyens égaux des gens de couleur, de toutes les couleurs. Ils délivrent des esclaves, ils disent vous êtes nos frères comme nous. Et ils introduisent aussi comme citoyens égaux des gens d'autres religions. Des protestants, des animistes africains, sans doute des musulmans compte tenu de la circulation qu'ils ont faite de l'océan Indien, et peut-être aussi des hindouistes, enfin des gens qui avaient des religions orientales. Donc c'est vrai que c'est assez innovateur, mais un équipage pirate aussi est déjà quelque chose d'innovateur avec ce système de partage, des prises, etc. Donc je pense qu'il y a quand même un bon fond de vérité, même si la ville n'a peut-être pas eu la dimension extraordinaire qu'on imagine, mais il y a eu quelque chose. Thank you for coming, Mr. Mercy. I'm My a name's Adam Blaine. son of Lord Blaine. I knew it. I knew it. Well, what are you doing on this ship? Dans la première partie du XIXe siècle, Lord Byron, puis Fenimore Cooper, avec The Corsair et The Red Rover, posent les bases du genre littéraire. Le pirate romantique devient une figure majeure de la littérature populaire. Quelques décennies plus tard, Jules Verne s'intéresse aux mutilés du Bounty et crée la figure d'un pirate moderne en la personne du capitaine Nemo. L'Écossais Robert Louis Stevenson, le père du Dr Jekyll, fait frissonner les enfants du monde entier avec l'inquiétante figure de Long John Silver dans L'île au trésor. Arthur Bernhead, tout comme l'Allemand Karl May, le créateur de Winnetou, ressuscite le mythe de Surcouf. En Italie, Emilio Salgari donne le jour aux figures du Corsaire noir et de Sandokan, qui vont inspirer aussi bien Hugo Pratt que Federico Fellini. C'est un écrivain britannique d'origine italienne, Raphaël Sabatini, qui donne au genre ses trois romans les plus célèbres, Capitaine Blood, L'Aigle des mers et Le Cygne noir. À Hollywood, tout comme à Cinecittà, les cinéastes vont se plonger dans ce réservoir d'histoires riches en action et en grands sentiments. It's the world against us, and us against the world. Those of you in favor of these articles, raise your right hands and say aye! Aye! We shouldn't hang this man. No! No! Hang him over the end of a gun, and we'll scatter his innards all over the sugarcane field. You're wasting words, I say. Let's hang him.
You win the prize, Captain Blood. Au revoir, mon chéri. Au revoir. Quel charmant capitaine. What sort of a man are you, huh? Faith, I'm the sort of man you like, my dear. Man with money. Jeremy! Must you be forever sleeping when I need you? I wasn't sleeping, Peter. I was... Well, never mind. Get ready to come about. Set the course for Port Royal. But, Peter, the English fleet is at Port Royal. Colonel Bishop... Sweet, merciful heaven, haven't you ears? Set the course for Port Royal! F.T. Whoever wears that brand is known as a fugitive traitor. Burn those letters in your brains, lest they be burned in your hides, too. I've seen your pirate ways. I've seen myself bargained for and fought over. A combat between jackals. You pirates are used to taking what you want without the formality of purchase. I'm thief and pirate, and I'll show you how a thief and a pirate can deal. I advise you to go back to your ladies at Tortuga, who are thrilled by your bold, lawless ways. What matters is that now I own you as once you own me. You're mine, do you understand? Mine to do with as I please. Le pirate français Olivier Levasseur, qui se fait tuer en duel par le capitaine Blood, a réellement existé. Mais il n'est pas mort dans les conditions racontées dans le film de Michael Curtis. Le 7 juillet 1730, en fin d'après-midi, devant la foule des habitants de Saint-Paul, réunis au pied de l'échafaud, Olivier Levasseur dit la Buse monte vers la Potence. Avant que le bourreau ne lui passe la corde au cou, le pirate apostrophe les badauds. « Mes trésors, à qui saura comprendre ?» Et il jette au milieu de la foule un parchemin recouvert d'un cryptogramme indiquant de manière codée la cache de son trésor. C'est avec cet ultime geste de défi que va naître le mythe de la Buse. Olivier Levasseur est né à Calais en 1690, alors que la marine britannique chasse les derniers flibustiers hors des Antilles. Olivier est un coureur de femmes, et ce sont ses exploits de séducteur qui lui valent le surnom de la Buse. Il reçoit son premier bateau par héritage paternel. À bord de la Reine des Indes, le jeune capitaine croise en mer d'Oman et rançonne les paisibles navires musulmans qui se rendent en pèlerinage à la Mecque. Encouragé par ses premiers succès, Levasseur ne tarde pas à s'attaquer à des gibiers plus consistants et plus sérieusement armés. Sa base arrière se situe sur l'île de Sainte-Marie, au large de la côte est de Madagascar. Levasseur s'associe avec le pirate britannique Taylor, également basé à Sainte-Marie. À bord de la Reine des Indes, la Buse multiplie les actions d'éclat, échappant toujours aux bâtiments royaux lancés à ses trousses. En 1720, Levasseur a l'audace de se lancer à l'abordage d'un navire portugais de 72 canons, la Vierge du Cap, ancré en rade de Saint-Denis. La prise est fabuleuse et va constituer l'essentiel du trésor de la Buse. Vases sacrés, perles, diamants, vaisselle d'argent et lingots d'or. Un trésor que les historiens estiment à 4,5 millions d'euros. 4 ans plus tard, Levasseur, devenu richissime,
tente de négocier son amnistie avec le gouverneur des Forges, Boucher, en échange d'une part de son butin. L'assassinat mystérieux de l'émissaire du gouverneur met fin aux pourparlers. Traqué par toutes les marines royales, Levasseur se réfugie à partir de 1724 sur les côtes de Madagascar. C'est là qu'il sera capturé en avril 1730 dans la baie d'Antongil. La Buse refuse de parler au nouveau gouverneur, Pierre-Benoît Dumas. À l'issue de son procès, il est conduit sur le lieu de son exécution. En traversant le pont qui enjambe la ravine à Malheur, Levasseur lâche à ses gardiens. « Avec ce que j'ai caché ici, je pourrais acheter toute l'île. » Depuis 3 siècles, les chasseurs de trésors tentent de déchiffrer le parchemin lancé par la Buse quelques instants avant de mourir. Le dernier en date, Bibic, lui-même descendant de flibustiers, fut l'un des personnages les plus aimés de la population réunionnaise, entretenant par ses recherches incessantes la mythologie de la flibuste. Il nous a emmenés voir aussi les 3 chameaux, les paysages à Saint-Gilles où il faisait ses recherches, là où il avait trouvé, paraît-il, la pierre avec les inscriptions de la Buse. Enfin, il débordait de ce sujet, il faisait des soirées entières, il emmenait les gens voir cet endroit-là et il racontait. Et comme il racontait de façon passionnante, donc il était parti dans toutes sortes de bibliothèques de villes pour retrouver la trace de ces corsaires flibustiers que lui-même, comme il l'explique, il était descendant de... One of these days. Satisfied? Gallows, meat. Put them back. Lower away. Matter. Wait a minute, Captain. There's something else you forgot. What do you want now? We've got but half an hour before the tide traps us. That's as may be, sir. We're all equal in this, I take it. Equal shares, yes. Well, that key, then, what you put back in your belt, that goes down with the chest. Thus we starts all clear and no favors. If some of us don't get back, it'll be that much easier open for them as does. Question me honor again, would you? I'll rip you from belly to chine. Are we such callous rascals that we'd leave a dead comrade without commending his soul to his new master?
Here lieth one who through treachery and avarice would have placed in jeopardy the lives of honest men. And here may he lie forever in the sands of Madagascar. Rest in peace. Les simplifications du cinéma n'ont pas toujours aidé la vérité historique. Ainsi, la différence n'a pas toujours été faite entre les corsaires et les pirates, même si la réalité n'était pas toujours très simple, ainsi que le prouva l'aventure du capitaine Kidd. Les pirates attaquent villes et vaisseaux sans tenir compte d'aucun ordre ou d'aucune nationalité. Le butin est réparti entre le capitaine, ses officiers et son équipage. Les corsaires agissent de la même façon, mais ils se doivent de partager leur butin avec la couronne du pays qui les a armés. En outre, ils doivent exclusivement s'attaquer à des villes ou à des navires ennemis du roi qui leur a accordé leur lettre de course. Par contre, la lettre de marque, l'avantage de la lettre de marque pour les Français, c'est que s'ils étaient pris, ils étaient faits prisonniers. Alors que s'ils n'avaient pas de lettre de marque et d'autorisation, ils étaient considérés comme pirates et à ce moment-là, un pirate pris était pendu haut et court. La lettre de marque n'existait qu'en France et elle a été créée du temps de Louis XIV. Et il ne faut pas oublier que l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Robert Surcouf de l'Empire était déjà corsaire sous Louis XIV. Et il avait fait des prises, il avait gagné de l'argent et il avait même prêté de l'argent à Louis XIV. Alors 5% étaient réservés à l'État sur les ventes et le reste était séparé. Alors la moitié de ce qui restait revenait à l'armateur, propriétaire du bateau, et l'autre moitié revenait à l'équipage. Alors à ce moment-là, il y avait tout un barème. Le capitaine avait le droit à 10 parts, le lieutenant avait le droit à 5 parts, le dernier marin de base avait le droit à une demi-part. C'était pas énorme. Le capitaine Kidd reçut du roi d'Angleterre une lettre de course qui lui ordonna de combattre les vaisseaux de ligne français ainsi que les pirates de Madagascar. Quant à Robert Surcouf, ses victoires sur mer servirent à ravitailler les possessions françaises de l'océan Indien, victimes du blocus britannique au temps des guerres de la Révolution et de l'Empire. Tous ces voyages qu'il a fait dans l'océan Indien, qui lui ont appris son métier et qui l'ont bien formé, ont été des voyages de traite. Mais il faut bien se replacer dans le contexte de l'époque, c'était un commerce. On allait chercher une marchandise, même si ce terme est très péjoratif aujourd'hui, et on la ramenait dans les îles d'où l'on venait. Alors il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il y avait des conflits importants entre la France et l'Angleterre. Et le grand jeu, entre guillemets, c'était que lors d'un conflit, certains marins partaient prendre les prises de l'autre adversaire. Je crois qu'il faut le nettoyer parce que la poudre noire, ça a abîmé. Ça transmet le feu à la poudre noire qui était à l'intérieur. Ils avaient des silex de rechange. On remettait des silex parce que ça se casse. Voilà. Alors il y avait une hache d'abordage qui avait le même système, ça pouvait être à la ceinture. Donc Surcouf avait 2 pistolets de chaque côté, comme ça, toujours prêt à tirer.
À Cancale, il venait de construire la Bisquine et qui a eu un succès absolument formidable à Douarnenez en 88. Et il y avait beaucoup de Malouins qui se trouvaient dans les fêtes, aux fêtes de Douarnenez en 88 et qui, quand ils sont revenus à Saint-Malo, ils ont dit non d'une pipelée, Cancale vient d'avoir un succès formidable avec ce bateau qui vient d'être construit, pourquoi ne referions-nous pas le dernier bateau armé en course par Robert Surcouf, le Renard, qui avait été construit à Saint-Malo. On a donc créé une association en novembre 88 et on a décidé de reconstruire le Renard. Donc notre président, qui était Robert Surcouf, un descendant, un arrière-petit-neveu de Robert Surcouf, c'était pas un descendant direct. Il était descendant de Noël Nicolas, qui était le 4e frère. Il a été nommé président de cette association. On a posé la quille le 13 mai 89 et on l'a enlevé du chantier le 13 mai 91, exactement 2 ans jour pour jour. Et il a été lancé à l'ancienne sur la cale de Dinan à Saint-Malo, où on a reconstruit une cale à l'ancienne. Il a été mis là et il est parti à l'eau en glissant comme autrefois. Dès qu'il a été mis à l'eau, on a tiré les 4 premiers coups de canon. Surcouf était un lion, hein. C'était un bagarreur terrible. Il n'était pas grand, hein. C'était un petit bonhomme très costaud. Il n'était pas grand, mais alors fallait pas se frotter à lui. Bourbon et l'île de France, ces 2 îles-là ont été florissantes pendant que les corsaires étaient là. Parce que les corsaires ont amené la fortune, ont amené l'argent, ont amené la fortune. Et donc on se souvient de cette fameuse prise du Kent par Surcouf, avec un navire 3 fois plus petit. Il y a eu d'autres prises beaucoup plus, enfin tout aussi importantes de la part de Surcouf, mais c'était à la fois un fait de guerre, c'était une bravoure et c'était un service rendu à la nation, entre guillemets. Quand il a pris le Kent avec la Confiance, c'était un combat qui a été très sérieux. Ils étaient 119 hommes sur la Confiance et il avait demandé à ses marins, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on attaque ce bateau? Ils estimaient que il y avait 300 hommes à bord. Hein. Ils ont dit oh, bah oui, on le fait, on y va. Donc il a crié branle-bas de combat. Tout le monde s'est relevé. Ils ont monté les canons. Les canons étaient toujours au fond de cale pour avoir plus d'équilibre, pour pouvoir mettre plus de voiles et pour bien marcher. Par contre, quand on apercevait un bateau qu'on pouvait éventuellement attaquer, on remontait les canons, on les remettait en place. Suivant la bonne technique française, ils ont réussi donc par la hanche arrière à accoster et ils ont abordé par les vergues. Ils sont allés sur le pont du bateau par les vergues. Surcouf était à l'arrière du bateau et son frère Noël Nicolas était à l'avant. Dans la hune du mât arrière, il y avait des tireurs d'élite qui, eux, tiraient au fusil. Il y avait toujours des hommes qui arrivaient. Sans arrêt, ça arrivait. Ils ne comprenaient pas. Et à un moment, son frère Noël Nicolas, qui était lui à l'avant, a vu une écoutille du centre où ça grouillait dessous. Il a donc pris sur le château avant une caronade qu'il a armée, qu'il a bourrée de mitraille, qu'il a déplacée et qu'il a dirigée sur l'écoutille. Et il a tiré sur l'écoutille, donc tout a sauté bien sûr, et il y a eu énormément de blessés à ce moment-là, et le bateau, ils se sont rendus. Le navire britannique, le capitaine anglais, n'a pas pensé un seul moment que ce petit brick allait prendre contrôle de son navire. Mais avec ses marins, Surcouf, avec sa bravoure, il a réussi à prendre ce navire et à le ramener ensuite au Mascareigne, ce qui a été vraiment un haut fait d'armes pour lui. Alors Surcouf a ramené à l'île Bourbon sa prise et il a été vendu. Il a été vendu là-bas à des armateurs qui l'ont racheté. Et comme il y avait énormément d'épices, de soieries, de choses de luxe qui coûtaient très cher, c'est pour ça qu'il a fait sa fortune. C'est avec ça qu'il est rentré, lui, avec une fortune considérable. Les marins qui ont participé à la prise du Kent avec la Confiance, même avec leur demi-part, ils pouvaient se retirer. Il a pris sa retraite en 1804. C'est-à-dire qu'il avait 31 ans, 31 ou 32 ans. Il a pris sa retraite fortune faite. C'est-à-dire qu'il est devenu armateur à ce moment-là. Et dans ce rôle d'armateur, on a trouvé des documents qui spécifient que Surcouf était un armateur qui diversifiait ses activités et qui faisait aussi des opérations de traite.
et des traites triangulaires, puisqu'il a envoyé des navires chercher des esclaves en Afrique pour les amener aux Antilles. Donc vous voyez, que ce soit au début ou à la fin de sa carrière, on trouve des opérations qui aujourd'hui nous semblent déplacées, mais qui à l'époque étaient des opérations commerciales, tout à fait considérées comme ordinaires. Si Robert Surcouf termina ses jours dans le costume d'un paisible armateur, tel ne fut pas le destin du capitaine Kidd, l'autre corsaire qui, un siècle avant lui, écuma les eaux de l'océan Indien. Kidd fut incarné à l'écran en 1945 par le grand acteur britannique Charles Laughton, qui avait précédemment incarné le cruel capitaine Bligh dans Les Mutinées du Bounty de Frank Lloyd. William Kidd est né en Écosse entre 1645 et 1654. Il part chercher fortune aux Amériques et se fixe à New York dans la presqu'île de Manhattan qui deviendra son port d'attache. En quelques années, William Kidd se taille la réputation du capitaine corsaire le plus redouté des Caraïbes. Sa réputation arrive jusqu'aux oreilles du roi d'Angleterre, désireux de combattre les pirates de l'océan Indien. En septembre 1695, le capitaine quitte le port de New York aux commandes d'un méchant petit navire marchand d'à peine 10 canons. 10 mois plus tard, il revient à New York à bord de l'Aventure Galley, un superbe vaisseau de guerre de 32 canons, équipé de 2 rangées de rames qui lui conféraient une extrême mobilité en cas d'absence de vent. William Kidd est devenu le corsaire numéro 1 de Sa Majesté. Il va commettre sa première erreur en engageant à New York un équipage entièrement constitué de gibier de potence. Captain aboard. He's over there, sir. Thanks, man. That's all, sir. Our compliment's full. Is it? Povey. I thought you... Yes, you thought I was dead. Ces hommes ne veulent pas se battre pour la couronne d'Angleterre, mais pour leur propre compte. Une fois arrivés dans les eaux de Madagascar, en janvier 1697, Kidd est confronté à une tentative de mutinerie qu'il étouffe en tuant le chef canonnier. Mais quelques jours plus tard, il décide de se rendre à l'avis de ces hommes. Parti de Londres avec une lettre de course, le capitaine Kidd bascule dans la piraterie pure et simple. Pendant 2 ans, il écume les eaux de l'océan Indien. Sa plus grosse prise sera celle de Quiddah Merchant, un énorme navire transportant les trésors de la Compagnie des Indes britannique. Puis, après avoir enterré son butin, le capitaine Kidd retourne tranquillement à New York en affirmant n'avoir attaqué que des navires français. Dénoncé et arrêté à Boston en juillet 1699, William Kidd est envoyé à Londres pour y être jugé. Il est pendu le 23 mai 1701. To the credit and for the honor and glory of England! So here's me bequest to them what hunts what I have hid, and to their sons' sons, down through the endless corridors of time. Greed that spawns murder, hatred
that corrodes the soul. Ambition, the foulest strumpet of all. Hey, Jack! Jack Kent! Sell me a bit of that rope for 6 pence, will you? Save your money, my lad. You can have it all for nothing if you'd only step up here and wear it. Hurry up, Jack. Can't wait forever. Trois siècles plus tard, les experts ne savent toujours pas si le trésor du capitaine Kidd est enterré dans une caverne de Madagascar ou repose au fond d'une rivière du Connecticut. Mais le véritable trésor que nous ont laissé les pirates n'est pas constitué de bijoux fabuleux et de tonneaux remplis de pièces d'or. J'ai l'impression que dans notre monde actuel, on est en train de... On passe beaucoup de temps à défendre des acquis, alors qu'on a les outils d'échange et de communication et de fraternité qu'ils n'avaient pas, eux. Et eux, avec leurs petits trucs, leurs petits moyens, leurs petits bateaux, ils rêvaient de transformer la planète. Nous, on pourrait la transformer, et on a perdu cette espèce d'envie